Nous venons d'entendre M. Henri Laugier, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Voici le second exposé de M. Raphaël Lemkin, professeur à l'université de Yale, qui, dans l'obligation de regagner d'urgence les États-Unis, nous a communiqué son texte. Lecture de ce texte va nous être donnée par Henri Garden. La semaine dernière, j'ai eu le grand honneur de venir devant ce micro vous parler de la reconnaissance du crime de génocide. Ce crime qualifie, permettez-moi de me répéter, la destruction systématique d'un groupe humain déterminé. Non pas, comme dans les guerres ordinaires entre nations, de la destruction des armées ou des forteresses, voire de la population qui peut subsister dans les villes qui n'ont pas été déclarées villes ouvertes. Cela, c'est la guerre. Et si une guerre peut être criminelle, ce qui est un autre problème, elle ne tombe pas sous la qualification qui nous occupe en ce moment. Le génocide, c'est soit à la faveur d'une guerre ou d'une occupation territoriale, ou en toute autre circonstance, quelle qu'elle soit, la destruction d'un groupe humain naturel tel qu'une nation, une race, une religion. Le génocide n'est donc pas dans la guerre au sens strictement militaire où deux armées ennemies se combattent en respectant les lois de la guerre. Il consiste en un crime désormais bien défini qui est le meurtre délibérément prémédité, donc l'assassinat de tous les individus, hommes et femmes, vieillards et enfants, qui constituent une nation, qui représentent une race, qui appartiennent à une religion. Cet assassinat collectif peut être commis de différentes façons, soit par la mise à mort de tous les individus qui font partie de l'un de ces groupes, soit par leur soumission à des conditions telles que la disparition du dit groupe doive s'en suivre dans un délai plus ou moins long. Quand, pendant la Première Guerre mondiale, les Arméniens ont été déportés, c'est 1400 000 personnes, 1 400 000, qui se mirent en marche vers Alep. Lorsque cette population, hommes et femmes, parvint à destination, elle se trouva réduite à 1/10. 90% avaient succombé en cours de route à la fatigue, à la famine, à la peste ou au mauvais traitement. C'était là incontestablement, avant même qu'il fût nommé, le crime de génocide. Entre tuer brutalement ou faire mourir peu à peu par la dureté des traitements, il n'y a pas de différence essentielle. Nous avons signalé une autre forme de destruction qui consiste à mettre les individus, hommes ou femmes, dans l'impossibilité de se reproduire. On parvient ainsi à la destruction de la race aussi évidemment que si l'on tuait des individus. Si on laisse vivre ceux qui existent, on extermine par avance ceux qui devraient naître. Je vais vous en donner un exemple. Quand après cette Seconde Guerre mondiale, je parcourais les camps de concentration de l'Allemagne, y relevant les méfaits accomplis par les serviteurs du nazisme, j'ai trouvé l'un de ces camps uniquement formé de tziganes. Il n'y avait là que des hommes. Tous avaient été stérilisés. Cette race, pour autant qu'elle s'était trouvée aux mains de l'impitoyable adversaire, avait donc été entièrement détruite, soit par l'action directe, soit par la stérilisation. Nous retrouvons là encore sous une autre forme l'assassinat collectif que nous avons défini. Le même crime connaît d'autres formes encore. On peut détruire une population en lui volant ses enfants. Le procédé est assez ancien. Sans remonter jusqu'aux persécutions que les Juifs subirent en Égypte au temps des pharaons, il y a bien plus près de nous les Albigeois et les Vaudois et, quelques siècles plus tôt, les incursions mongoles au cours desquelles tous les enfants étaient arrachés à leur famille et séparés d'elles à tout jamais. Cette dernière forme du génocide a été reconnue par l'ONU, puisque le vol d'enfants, quand il est pratiqué à cette échelle, aboutit pratiquement à la destruction du groupe dans un proche avenir. Or, jusqu'ici, des crimes de ce genre étaient considérés comme faisant partie des destructions biologiques qui s'expliquent par l'état de guerre, que la guerre soit entre nations ou entre partis politiques. On en reconnaissait le caractère abominable, mais on était sans moyens pour les punir ni pour les prévenir. Quand le responsable de telles hécatombes d'innocents était connu, il pouvait fuir la justice des hommes et se réfugier en pays étranger, où il recevait droit d'asile comme condamné politique.
Il lui suffisait de franchir une frontière pour se retrouver libre, à l'abri de toutes les poursuites. Je veux vous donner sur ce point un dernier exemple, qui intéresse plus particulièrement la France, puisque cette affaire a eu son épilogue à Paris. Après la Première Guerre mondiale, un Ukrainien nommé Petliura s'était réfugié en France. Il était responsable de la mort d'un grand nombre d'Israélites ukrainiens, plus de 300 000, dit-on. Il mettait à profit son exil volontaire en rédigeant le compte-rendu de ses sinistres exploits, quand il fut abattu à la Coupole ou dans quelque autre café du voisinage par un tailleur juif du nom de Schwarzbach. On ne sait quel aurait pu être l'avenir de Petliura s'il n'avait été exécuté par le tailleur juif qui avait voulu venger ses parents et tant d'hommes de sa race massacrés sur les ordres de l'Ukrainien. Il est probable qu'il eût continué à jouir de sa liberté en France ou dans d'autres pays, couvert par l'immunité accordée aux étrangers poursuivis pour raisons d'ordre politique. Eh bien, il n'en sera plus ainsi dorénavant. L'Organisation des Nations Unies a reconnu dans les crimes de ce genre non plus des crimes politiques, mais des crimes de droit commun. L'individu qui s'en sera rendu coupable sera donc poursuivi désormais comme un malfaiteur ordinaire et sera traduit en justice pour y recevoir la peine qu'il mérite. Quelle sera cette justice? Il appartiendra au tribunal de La Haye de se prononcer sur la violation de la convention qui a été préparée à Paris lors de la récente session de l'ONU. Lorsque le tribunal de La Haye aura statué, s'il rend un verdict positif, l'inculpé sera traduit devant une cour criminelle nommée par l'Organisation des Nations Unies où il rendra compte de ses actions. Il peut sembler étrange qu'il ait fallu attendre si longtemps pour qu'une juridiction officielle reconnaisse et réprime le crime de génocide. Mais ce crime, pas plus que les autres, ne pouvait être livré à l'arbitraire du jugement public. Les nations civilisées se devaient de se mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles tous les crimes de ce genre, quels qu'en soient les auteurs, à quelque nation ou à quelque parti qu'ils appartiennent, soient soumis au jugement non d'un groupe humain quelconque, mais par-dessus les nations, les races et les religions, au jugement des hommes rendus selon leur conscience en toute indépendance à l'égard des doctrines et des factions. Désormais, grâce à l'ONU, le génocide ne sera plus un crime politique, mais bien ce qu'il est en fait, un crime contre le genre humain.